Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la première partie du cours de spécialité maths en première sur les variables aléatoires. Alors qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire? Alors on a la définition suivante, soit oméga, l'univers d'une expérience aléatoire. Donc l'univers d'une expérience, c'est l'ensemble des observations possibles, l'ensemble des issues de cette expérience. Et à partir de ces issues, on définit une variable aléatoire ici, hein, si à chaque issue d'expérience, on peut associer une valeur numérique grand X. Alors pour bien comprendre ça, on va prendre l'exemple du lancer de 2 dés à 6 faces et de la somme des deux résultats. Alors on va voir ça ici. Là donc on a 2 dés. Là ici j'ai 3 sur l'un, 4 sur l'autre. La somme fait 7. Voilà. Et on peut rejeter les dés. Donc l'expérience de jeter ces 2 dés, c'est une expérience aléatoire. Et à partir de cette expérience, je crée un nombre, grand X, construit à partir de chaque issue. Donc 5 plus 2, 7, 2 plus 6, 8, 3 plus 6, 9, etc. Maintenant, pour bien comprendre cette notion d'expérience aléatoire et de variable, il faut être au clair sur une chose, sur l'univers d'une expérience. L'univers d'une expérience, c'est l'ensemble des observations possibles. Alors là, on pourrait dire, oui, j'observe 5 et 5 sur mon expérience. Et on n'observe pas directement un 10. Le 10, il est construit à partir de l'observation. Là, ici, j'ai 5 et 2, 7. Alors, est-ce qu'on va dire simplement que j'observe un 5 et un 2? C'est ce qu'on pourrait dire a priori, mais on observe quelque chose de plus précis que ça. J'observe un 5 sur un dé, le premier dé, et un 2 sur le deuxième dé. Et à partir de cette observation, donc, je crée ce 7 avec 5 plus 2. Mais 5 sur le premier et 2 sur le deuxième, c'est une observation différente de 2 sur le premier et 5 sur le deuxième. Donc on n'observe pas simplement ici, j'ai un 5 et un 2, 5 plus 2, 7. J'ai un 5 sur le premier, un 2 sur le deuxième. C'est une observation différente de 2 sur le deuxième et 5 sur le premier. Donc on distingue bien l'observation du premier dé et l'observation du deuxième dé. Et là, on a deux issues différentes et qui ici amènent au même résultat pour ma variable aléatoire. Alors il y a d'autres façons d'obtenir 7 avec mes 2 dés. Donc, ici on a bien distingué le premier du deuxième. Et le 7, on va voir la 4 et 2. Le 7, on peut aussi l'obtenir d'une autre manière avec 1 et 6, par exemple. Donc il y a tout un tas de façons, tout un tas d'issues qui amènent à un même résultat pour ma variable aléatoire. Et toujours sur ces histoires de construction mathématique, donc j'ai les résultats de mon expérience, ici à gauche, ce que je peux observer. À partir de ces observations, je peux créer une différente variable aléatoire. Là, j'ai choisi de faire la somme des 2 dés, mais j'aurais pu aussi choisir d'étudier le produit de ces 2 dés. 1 fois 6, ça fait 6. Ou bien le maximum sur ces 2 dés. Le maximum entre 1 et 6, c'est 6. Ou bien le minimum, ou bien l'écart entre ces 2 dés. La différence entre plus grand et plus petit. Donc, j'ai tout un tas de variables aléatoires construites sur une même expérience. Et l'aléa, le hasard, il est ici. Je refais mon expérience, je rejette mes dés et j'obtiens des valeurs différentes pour mes variables aléatoires. Voilà, donc j'enlève tout ça puisqu'on se concentre uniquement ici sur la somme de mes 2 dés. Maintenant on peut continuer là sur le cours. Donc, dans l'expérience aléatoire qui consiste à lancer 2 dés à 6 faces, l'univers est l'ensemble des 36 couples de résultats possibles. J'ai 6 possibilités pour mon premier dé, 6 pour le second. J'ai 6 fois 6 couples possibles, donc 36.
Et sur cet univers, on a la variable aléatoire grand X qui est la somme des résultats affichés par les dés. Donc ma variable grand X, elle appartient à l'ensemble 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'ensemble des entiers compris entre 2 et 12. Le plus petit possible, c'est 2 si je fais 1 et 1. Et le plus grand possible, c'est 12 si je fais 6 et 6. Pour les notations, donc l'événement x égale 6, il se note comme ça. Comment j'obtiens un 6 quand je fais la somme de mes 2 dés? Eh bien, il est réalisé par les 5 issus 1 et 5, 1 sur le premier dé, 5 sur le second, 2 et 4, 2 sur le premier dé, 4 sur le second, 3 et 3, 3 sur le premier, 3 sur le second, et après, c'est ce qu'on a vu, 4 sur le premier, 2 sur le second, c'est pas la même chose que 2 sur le premier, 4 sur le second. Et on termine avec 5 et 1. Voilà les 5 issus qui réalisent l'événement, la somme des 2 dés fait 6. On peut aussi avoir l'événement grand X inférieur ou égal à 3. Donc comment j'obtiens un nombre inférieur ou égal à 3? Soit avec un 2, soit avec un 3. Et donc, x inférieur ou égal à 3, c'est la réunion des événements x égale 2 et x égale 3. On peut représenter la situation avec un tableau à double entrée, ici. Donc, on voit là la force du choix de la représentation d'une expérience. Et ici, il me représente bien la situation. Donc, on voit bien les diagonales là qui se dessinent pour repérer comment j'obtiens telle ou telle valeur sur ma variable. Si je fais 3 sur mon premier dé et 4 sur mon second, eh bien 3 plus 4 ça fait 7. Voilà comment on lit le tableau. Donc ici, à chaque issue d'expérience, donc un couple, résultat du premier, résultat du deuxième, on associe une valeur, grand X, qui est premier dé plus deuxième dé. Un autre exemple de variable aléatoire sur un autre univers, ici, là. Donc, pour un QCM, donc un questionnaire à choix multiples, on vous pose une question, il y a 4 réponses possibles, A, B, C ou D. Et il y en a une et une seule qui est exacte. On a un élève qui répond au hasard à une question, on peut imaginer qu'il ne connaît rien au sujet, et il décide de répondre au hasard. Eh bien, l'univers, l'expérience, c'est l'ensemble donc des issues possibles, les réponses A, B, C ou D. Une bonne réponse, eh bien, elle va rapporter un point, ça c'est la construction que je fais sur cet univers. On aurait pu faire d'autres choix. Donc je décide qu'il y a un point pour une bonne réponse et moins 0,5 pour une mauvaise réponse. Et donc on définit sur l'univers oméga une variable aléatoire y qui prend les valeurs 1 ou moins 0,5. Et donc on va écrire que y appartient à l'ensemble moins 0,5, 1. Donc voilà ce qu'est une variable aléatoire. Maintenant, on va voir la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Parce que si je reviens à mon expérience, donc on a une expérience. Voilà, ma variable, elle prend grand X, là, elle prend différentes valeurs. Mais ce qu'on se demande, c'est dans quelle mesure une valeur, ici 11, a plus de chances d'arriver qu'une autre. Donc ma variable grand X, elle prend différentes valeurs, mais quelles sont les plus courantes, quelles sont les plus probables, et dans quelle mesure. Donc quelle est la probabilité d'obtenir telle ou telle valeur pour ma variable grand X. Alors, eh bien, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la loi de probabilité de ma variable. Donc, si j'ai une variable grand X qui prend les valeurs x1, x2, xn, et ici, ma variable y, elle prend les valeurs y1 moins 0,5 ou y2, 1. Tout à l'heure, ma variable grand X, elle peut prendre les valeurs x1 égale 2, x2 égale 3, x3, x4, x5, etc. jusqu'à la valeur x11 qui vaut 12, la 11e valeur. Eh bien, la loi de probabilité, c'est la donnée de toutes les probabilités des événements grand X égale xi.
Et donc cette loi, on la représente souvent sous la forme d'un tableau. Alors, avec P1, la probabilité que grand X vaille X1, P2, la probabilité que grand X vaille X2, etc. On rappelle que la somme des probabilités, donc ce sigma là, ça signifie une somme, et bien, probabilité de valoir X1 plus probabilité de valoir X2, etc., sur toutes les valeurs possibles, ça fait 1. La somme des probabilités est égale à 1. Alors, on va voir ici, là je vous présente différents exercices. Si on prend notre variable aléatoire grand X avec la somme des faces affichées, eh bien, quelle est la loi de probabilité? Donc ici, on est obligé d'émettre une hypothèse. Donc là, je vais prendre 2 dés à 6 faces bien équilibrés. Donc ça veut dire qu'on a équiprobabilité sur chacune des faces qui peut apparaître sur chacun de mes dés. Et donc sur mes 36 issues, on peut faire l'hypothèse d'équiprobabilité sur l'ensemble des 36 issues. Comment est-ce qu'on va remplir notre tableau? Alors pour ça, on aurait besoin de l'autre tableau plus haut. Eh bien, je vous propose une autre feuille. Là, ici, comme ça, on a tout sous les yeux. Donc, voilà une représentation des différentes valeurs prises par ma variable aléatoire. On a 36 issues équiprobables. Et bien, quand on a équiprobabilité, il suffit de compter le nombre de cas favorables et de diviser par le nombre de cas total. Donc, j'ai une seule façon d'avoir grand X égale 2 en faisant 1 et 1. Donc la probabilité d'avoir un 2 sur mes 2 dés, c'est 1 sur 36. Il y a deux possibilités d'avoir un 3, 2 et 1, ou bien 1 et 2. Donc c'est 2 parmi 36. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez essayer de remplir vous-même ce tableau. Là, moi j'avance. Donc 4, le 4, il y a 1, 2, 3 possibilités. Donc ça donne 3 sur 36. Le 5, 4 sur 36. Le 6, 5 sur 36. Le 7, 6 sur 36. On voit, c'est la grande diagonale. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités. Et ensuite, attention, à partir du 7, là après, on redescend. Le 8, il y a 1, 2, 3, 4, 5 possibilités. Parce qu'après, au-delà de 7, on ne peut plus accéder. Donc là, par exemple, à 8, à partir du moment où je fais un 1 sur mon dé, je ne peux plus avoir 8. Et donc là, on va perdre des possibilités. Et donc, on redescend à 5 sur 36, 4 sur 36, 3 sur 36, 2 sur 36 et 1 sur 36. Voilà. En remplissant ce tableau, vous avez donné la loi de probabilité de votre variable, puisque vous avez donné la probabilité que x prenne chacune des valeurs possibles. Et donc on peut écrire P de x égale 5, je regarde dans mon tableau, c'est 4 sur 36. La probabilité que x soit inférieur ou égal à 4, eh bien, obtenir 4 ou moins, ça veut dire obtenir 2, 3 ou 4. Et donc on va additionner ces trois probabilités. Donc on a des dénominateurs identiques, il y a juste à additionner 1, plus 2, plus 3. Et donc ça nous fait 6 sur 36, une chance sur 6. Donc j'ai autant de chances, là, avec mes 2 dés, d'obtenir un 7 que d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 4. Et P de x strictement supérieur à 10, strictement supérieur à 10, c'est 11 ou 12. Et donc c'est 2 sur 36 plus 1 sur 36, et ça me fait 3 sur 36. Et ensuite, P de x inférieur ou égal à 10, donc il faudrait que j'additionne toutes ces valeurs, inférieures ou égales à 10, mais plus simplement, être inférieur ou égal à 10, c'est le contraire d'être strictement supérieur à 10. Et comme la somme des probabilités est égale à 1, je peux simplement dire que c'est 1 moins 3 sur 36. C'est-à-dire 1 c'est 36 sur 36, et c'est donc 33 sur 36. Ou plus simplement, on aurait pu dire que pour avoir 11 ou 12, il y a 1, 2, 3 possibilités.
Il m'en reste donc 33 sur 36 pour avoir un nombre inférieur ou égal à 10. Maintenant, là, si on regarde de plus près cette répartition des probabilités, eh bien, on voit ici là, que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte et ça redescend. C'est l'occasion de vous montrer un peu une représentation possible des lois de probabilité, donc ce qu'on appelle aussi la distribution des probabilités. Donc, voilà le graphique, ici, qui va avec. Je mets en abscisse les valeurs que peut prendre ma variable, donc de 2 à 12, et je représente là ici avec un diagramme en bâton, des bâtons donc de hauteur proportionnelle à la probabilité. Donc là j'ai mis une échelle, hein, et donc P de 2 c'est 0,03 environ, hein, c'est le 1/36e, là le 2/36e c'est ça, c'est 0,0555, etc. Et on voit ici graphiquement cette distribution des probabilités. On peut regarder maintenant notre deuxième variable y. Là, on a répondu ici à ce problème. Donc, la variable y, c'est la note associée à la réponse au hasard à une question du QCM, la décrit plus haut. Donc, on fait l'hypothèse d'équiprobabilité, toujours. L'équiprobabilité, c'est une hypothèse. Voilà, c'est une hypothèse crédible. C'est-à-dire que cet élève qui répond au hasard, bon, bah, il a autant de chances de choisir l'une ou l'autre des réponses. Eh bien, il y a une réponse sur 4 qui est correcte, et donc il a une chance sur 4. Là ici, vous allez mettre un quart ou 0,25, la probabilité que y soit égal à 1. Et la probabilité d'avoir moins 0,5, ça va être 3 quarts, ou autrement dit 0,75. Donc là, pour cette loi de probabilité, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On termine avec un dernier exemple, un exemple important, et il faut voir ce genre d'exemple ici. Donc, on lance 3 fois de suite une pièce de monnaie bien équilibrée. Et on note grand Z, la variable aléatoire du nombre de faces obtenues. Donc on vous demande de donner la loi de probabilité de la variable aléatoire grand Z. Alors là, pareil, on va avoir besoin de visualiser les choses ailleurs. Donc, je vous redonne l'énoncé. Voilà. On lance 3 fois de suite notre pièce de monnaie. Donc, peut-être déjà, quelles sont les valeurs que peut prendre notre variable grand Z? Eh bien, je jette 3 fois ma pièce de monnaie, je peux obtenir combien de faces? Eh bien, déjà, il faut s'intéresser à l'univers de mon expérience. L'univers, je vais avoir une série de 3 piles ou faces. Parmi ces 3 piles ou faces, je vais avoir 0 face, 1 face, 2 faces ou 3 faces. Et donc, on peut écrire que ma variable grand Z, elle appartient à l'ensemble 0, 1, 2 ou 3. Voilà. Maintenant, quelle est la probabilité d'avoir 0 face, 1 face, 2 faces ou 3 faces? C'est ça, quand on demande la loi de probabilité de notre variable. Et alors là, comme toujours, ce qu'il faut, c'est avoir une bonne représentation du problème, une bonne représentation de notre univers. Alors, ici, dès qu'on a, là, ici, 3 fois de suite, ici, on succède 3 expériences à la suite. Dès qu'on a des successions d'expériences, eh bien la représentation la plus adaptée, enfin en tout cas une représentation pertinente, qui peut être pertinente, ça va être la représentation sous la forme d'un arbre. Voilà. Donc, à quoi ressemble notre univers? Quelles peuvent être mes observations? Eh bien, je jette 3 fois de suite ma pièce de monnaie. Eh bien, j'ai un premier lancer, qui peut être pile ou face, un second lancer, qui peut être encore pile ou face, selon que j'ai fait en premier pile ou face, et enfin notre troisième lancer. Donc, j'ai indiqué ici les probabilités, quand on a les arbres de probabilité. Là, comme il y a équiprobabilité, puisqu'on a supposé la pièce bien équilibrée, on aurait pu s'en passer et dire simplement que j'ai 8 issues équiprobables. Pile, 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 face, pile, face, pile, etc.
Et quand on a un arbre comme ça, souvent, la variable aléatoire étudiée, on l'indique au bout de chaque issue, donc au bout de chaque chemin, en rappelant qu'une issue, c'est un chemin entier qui part de la racine jusqu'à une feuille. Et ici, j'ai fait pile, 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 z égale 0, puisque j'ai 0 face. Et après, on peut faire pareil. Donc, là ici, ce chemin, j'ai fait pile, pile, face, et j'ai eu un face, donc on va noter grand Z égale 1. Et on continue. Mon troisième chemin, pile, face, pile, j'ai obtenu un face. Et on va continuer de la même manière. Alors pareil, vous pourriez mettre pause sur la vidéo, essayer de faire vous-même votre arbre et le compléter entièrement ici. Donc j'y vais, et là vous allez obtenir grand Z égale 2, puisque j'ai un pile suivi de 2 faces. Et là on va avoir un face suivi de 2 piles, donc grand Z égale 1, etc. Là j'ai face, pile, face, donc grand Z égale 2. Là j'ai face, face, puis pile, grand Z égale 2 encore, et on termine avec un grand Z est égal à 3. Là encore, attention, on distingue bien le fait que, par exemple, ici j'ai un pile et 2 faces, mais j'ai obtenu pile, puis face, ce qui est différent d'obtenir face, puis pile, puis face ici. Même si dans les deux cas, grand Z égale 2, j'ai bien 2 faces et un pile, ils ont été obtenus différemment, donc j'ai des observations différentes. Et c'est bien important de faire cette distinction, parce que sinon, on oublie des possibilités, et on évalue mal les probabilités des événements. Et maintenant, pour avoir nos probabilités, donc, quelle est la probabilité d'avoir Z égale 0? Je parcours mon arbre, et donc Z égale 0, c'est ici, c'est 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, donc 1 huitième. Voilà. Donc on va descendre ici. Voilà. On aurait pu dire aussi, il y a équiprobabilité, puisque j'ai autant de chances d'emprunter une branche que l'autre. On n'étiquette pas là, les branches, et simplement j'ai une issue parmi 8 équiprobables. Et là on pourrait faire pareil. Probabilité que grand Z est égal à 1. Z il apparaît une fois, 2 fois, 3 fois. 3 parmi 8 équiprobables, la probabilité ce sera 3 huitièmes. Je vous montre quand même la version avec des arbres pondérés. Grand Z égale 1, il est obtenu ici avec 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Grand Z égale 1, on a encore 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Et là encore, grand Z égale 1, 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. On a 3 fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, c'est-à-dire 3 fois 1 demi au cube, et qui nous donne encore 3 huitièmes. On fait pareil avec grand Z égale 2, ça apparaît une fois, 2 fois, 3 fois, on va encore obtenir le 3 huitièmes, ou le 3 fois 1 demi au cube. Et enfin, grand Z égale 3, il apparaît une fois, donc on va avoir une chance sur 8 d'avoir 3 faces sur nos 3 lancers, ou encore 1 demi fois 1 demi fois 1 demi au cube. Voilà. Et qui donne 1 huitième. Et enfin, on peut recenser les résultats sous la forme d'un tableau, et donc donner la loi de probabilité de ma variable aléatoire, ça revient à la fin à donner ce tableau. Ou même là, tout ça là, ici, vous avez répondu à la question en écrivant toutes ces probabilités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez ce qu'est une variable aléatoire et la loi de probabilité d'une variable aléatoire. À bientôt pour la deuxième partie.